Thank you so much. Merci beaucoup. Merci, Liani, pour ta générosité. J'apprécie vraiment ta générosité et je désire te remercier et remercier également Patricia Morcelli pour le travail qu'elle a fait. Elle avait vraiment la volonté d'organiser ce webinaire et donc je la remercie. Je remercie mes collègues de BOT. Je remercie Nina, ma secrétaire qui est plus que parfaite. Et ensuite, notre vice-président de IIBA, Jonathan, qui fait un grand travail. Il va également organiser la nouvelle conférence. Anna Tayal, Paula, Manuel, Jim, mes collègues de Brésil, Andalusia, Marina Lecci, qui ne sont pas là, mais son travail est vraiment visible partout parce qu'elle s'occupe des réseaux sociaux. Je remercie surtout l'équipe qui est là aujourd'hui avec Roberta, Alessia, les interprètes. Merci beaucoup pour tous vos efforts. Mes collègues aussi de l'Institut de Sao Paulo méritent un remerciement parce qu'ils m'ont toujours soutenu et j'espère qu'ils peuvent suivre le webinaire. Je remercie aussi mon mari qui m'a beaucoup appris par rapport à l'utilisation de PowerPoint, mais aussi ma copine Claudia Kober qui a fait apparaître tout ça et mon enfant qui va être là dans les images que je vais présenter. Alors, je suis désolée pour ma voix parce qu'à cause de la pandémie de Covid, à cause euh, de Covid, c'était vraiment difficile hein, et j'ai un cœur mal à la gorge. J'ai eu beaucoup de problèmes hein. Et avec ça, je vais passer à ma présentation. J'ai essayé de préparer une présentation à PowerPoint qui soit plutôt visuelle. Donc, le sujet abordé ne sera pas très facile. C'est pour ça que j'ai essayé de rendre tout ça très visuel, hein. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, merci beaucoup. Bon, on m'a demandé de présenter des choses que j'ai étudiées très longtemps. Il s'agit de mon approche bioénergétique aux compulsions et à la consommation abusive. Alors, je vais présenter un petit peu d'histoire et le cadre théorique. Et après, on aura peut-être le temps pour approfondir des expériences. Voilà l'ordre du jour. Donc, les sujets que je vais aborder dans ma présentation. Et j'espère j'aurai le temps de tout bien présenter. D'abord, je vais vous donner quelques informations historiques avec des éléments de mythologie, hein. Pourquoi ça? Parce que je pense que, comme Freud nous l'a appris, la mythologie nous aide à comprendre très bien le monde. Après, je vais aussi présenter les éléments relationnels dans le spectre du narcissisme avec les approches développées dans la bioénergétique qui a vraiment mis à lumière certains éléments clés de ce problème. Ensuite, je vais vous présenter aussi la vision de Reich du surmoi isolé qui est présent
lorsque on a des troubles de n'importe quelle typologie, hein, des compulsions. Je vais aussi présenter les deux paradigmes qui coexistent à les compulsions. On ne peut pas les ignorer, hein. Il existe deux paradigmes. Il y a des théories qui sont toujours présentes malgré les nouveaux paradigmes. Après, je vais terminer avec des cas d'études. Mais c'est un travail très difficile, hein, il faut le dire. Il y a vraiment très peu de succès. On célèbre beaucoup lorsqu'on a du succès, hein. Alors, je continue. Bon, c'est la curiosité qui a toujours encouragé les êtres humains à essayer de nouvelles expériences. Donc, si l'on va approfondir les expressions culturelles du passé, on va toujours trouver qu'il y a eu des éléments qui ont mobilisé les âmes pour des raisons religieuses, de médecine. Donc, la curiosité a toujours poussé l'homme vers l'expérience. Que ce soit pour le plaisir, pour des raisons religieuses, ou comme médicament, on a toujours trouvé ça. Et l'humanité a toujours essayé de se connecter à la spiritualité par les biais de rituels. Et aujourd'hui, encore, les rituels sacrés aident à traiter avec ou sans le pouvoir des substances, certains toximonies difficiles. Mais ce qu'ils savent vraiment, c'est que c'est pas la substance qui a la force. La force est vraiment dans leur cadre. Bon, dans nos études, c'est William Reich que l'on doit remercier. Il a étudié avec Freud. Ils avaient vraiment un intérêt très fort dans les rituels, dans les mythes, mais aussi Jung, le psychoanalyste, l'a suivi. Mais c'était William Reich, thérapeute et mentor de Lowens, qui a étudié les tribus qui vivaient dans les îles Trombian, dans l'océan Pacifique. Il a basé ses études sur les études de l'anthropologue Malinowski. Voilà une image qui montre ces pensateurs qui ont fait beaucoup de recherches. Ils avaient vraiment un intérêt très fort dans les rituels. Et voilà ce qu'il a dit à l'époque. Les maladies comme l'alcoolisme et d'autres compulsions ont commencé à se développer lorsque ces petites communautés ont commencé à rentrer en contact avec les sociétés capitalistes qui les entouraient. Donc avant ça, auparavant, les rituels étaient toujours présents. Tout le monde utilisait les rituels, mais lorsqu'il y a eu le début de la communication, donc le contact, les premiers contacts avec la société capitaliste, ils ont commencé à accumuler les récoltes, les nourritures qu'ils consommaient entièrement auparavant. Tout a changé, hein. La sexualité était libre auparavant et ensuite ils ont commencé à avoir des positions très difficiles. Ils ne pouvaient pas se
marier au-delà, en dehors de leur communauté, pour garder, préserver la richesse de leur récolte, de leur culture. Donc voilà les premières difficultés que Reich a observées. Ils avaient dans les communautés des positions différentes de matriarches et de patriarches. Et les îles sur les frontières étaient basées surtout sur euh, l'esprit de patriarche, tandis que à l'intérieur, il n'y avait pas de communication et là, il y avait plutôt le côté matriarcal, pardon. Là, vous avez l'image d'un patient qui est en train de faire une sculpture. Au début de la psychoanalyse, Freud a été le premier à comprendre l'obsession comme un phénomène psychique avec une distinction claire entre l'affect et sa représentation mentale. Donc, c'était d'abord Pinel qui a décrit la neurose ruminative. Ensuite, l'expression obsession a paru pour la première fois dans la psychiatrie en 1883. En 1905, Freud a formulé la théorie des pulsions. Bon, ce sont des références plutôt anciennes. Moi, je suis vieille, hein, et alors j'aime ces références anciennes qui s'appliquent encore aujourd'hui, qui nous euh, permettent de comprendre le présent. En 1908, on a traité avec Freud l'homme rat, un homme compliqué qui, en fait, doit développer un mécanisme pour éliminer ces sensations de haine envers le père. En 1913, Freud a décrit l'organisation prégénitale de la libido. Vous voyez que cela était très important parce que Reich a beaucoup écrit par rapport à ça. Il pensait que les patients qui avaient des obsessions et des compulsions avaient développé ça à cause de la phase anale du développement de la libido. Alors, quelle est la définition que Reich donne à la compulsion obsessive? La pensée suit des parcours bien définis et il y a une compensation par la capacité moyenne de abstraction. Ces patients sont très intelligents. Ils ont de très bons résultats dans les mathématiques, dans la physique, dans l'informatique, mais parfois certaines défenses font faillite. Et donc les impulses originaux apparaissent. Ils sont liés à cette phase-là du développement de la sexualité. Donc il y a un manque de propreté, il y a un gaspillage et
une dépense trop élevée. Ensuite, il y a également une rigidité sadique, froide. Et après, la pensée ruminative qui apparaît pendant l'enfance. À l'âge adulte, la personne va compenser cela sous la forme de éthique ou fascination esthétique. Au travail, la capacité productive augmente ou empêche la spontanéité. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être inclus dans cette catégorie. Par exemple, on pourrait voir des traits dans nous-mêmes. Quelle est l'étiologie de l'obsession? Dans la théorie des pulsions de Freud, bon, dans ce paradigme, l'éducation des parents impose un surmoi primitif et très rigide qui n'est pas capable d'élaborer l'agressivité ni de gérer les contradictions. Et donc, il y a une distinction entre moi et surmoi. Ensuite, il y a un conflit systémique entre le moi et le surmoi, entre la vie et la mort. La pensée remplace l'action. La spontanéité disparaît. Elle révèle le froid, la rigidité. En fait, il parlait des traits d'obsession. Cela est aussi présent dans le trouble narcissiste. Bon, le consumérisme ne sont pas toujours admis. Parfois, euh, lors de la première session, il y a la honte, le sens de culpabilité lorsqu'il y a eu un abus. Et c'est pour ça qu'il y a parfois de la confusion chez les thérapeutes, parce que les patients déplacent l'attention et ils causent des changements au niveau du cerveau. En effet, nous nous trouvons dans une période de compulsion. Pourquoi est-ce qu'on combine ces aspects? Nous savons que ces personnes qui peuvent montrer d'avoir des traits d'indécision, des doutes, une méfiance, bon, ces personnes vont bloquer le transfert. Donc, il est nécessaire de se connecter aux compulsions, aux abus et au consumérisme. Parfois, on commence par la personnalité compulsive qui faisait l'objet des études de Freud. Donc, il faut revenir toujours à Freud pour mieux comprendre tout ça. L'homme moderne qui vit dans la société du capitalisme s'est appauvri en rituel. Donc, l'homme a fait recours à de nombreuses substances et actions différentes en tant que ressource. À quoi ça servait sa ressource? L'objectif de la ressource était de faire face à la réalité difficile. Donc voilà les compulsions. Les compulsions commencent comme une sorte de amusement.
Parfois, il y a des célébrations le soir et cela commence à devenir une ressource. Le rituel se transforme dans la personne qui commence à boire. Mais au début, les rituels pourraient être utiles même s'ils n'étaient pas nécessaires. Au fur et à mesure qu'ils deviennent une ressource, ils deviennent de plus en plus nécessaires. Ils se transforment en habitude jusqu'à ce que ces rituels, en fait, deviennent une mauvaise habitude. Lowen a son propre point de vue par rapport aux dépendances. Il y a un manque, un sens de quelque chose qui manque. Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de agressivité, il y a un manque de connexion. Cela cause la dépression dans l'organisme. Lowen dit que les tendances à s'enfuir sont très fortes dans notre société et donc l'utilisation élargie de drogue et de alcool parmi les jeunes surtout démontre ça. Et je pense que les jeunes s'adressent aux drogues parce qu'ils n'arrivent pas à adopter des stratégies de coping ni à faire face à la hyperstimulation auquel ils sont soumis. Donc les drogues et l'alcool sont une méthode pour s'enfuir d'une situation qui ne peut pas être tolérée. Ensuite, Lowen disait une autre chose qui est très intéressante. À propos des vacances dans les hôtels tout compris, hein. Donc, ces hôtels apparaissent comme un paradis pour les vacances. Voilà ce que Lowen disait. L'irréalité de ce type de vie est évidente parce que cette belle vie est plutôt une apparence, elle n'est pas vraiment une joie. Alors, Lowen a dit que dans ces endroits, il a vu seulement certains enfants qui jouaient dans la piscine, hein, mais aucun adulte n'était à même de montrer ses émotions dans ce même contexte. Il avait remarqué un manque de vie dans ces personnes. Lowen a dit que le protagoniste, en fait, manque. Il y a une absence du sujet protagoniste et l'accent est mis sur l'avoir, sur le paraître, donc prendre des photos pour les possessions Instagram plutôt que être là. Donc c'est ce que Lowen a dit de façon très claire. Il nous l'a dit en 1983. Alors regardez ces images, par exemple. Avant d'entendre une souffrance, il faut la reconnaître. Il faut reconnaître, par exemple, l'abus de drogue, l'abus d'alcool, mais aussi l'abus d'aliments, l'abus d'Internet, les troubles de l'alimentation, les achats, la compulsion dans les achats, mais aussi la compulsion sexuelle. Regardez cet homme si fort. On parle de vigorosité, de force, hein, et on parle de vigorexia. Et ensuite, on a aussi le problème de l'anorexie. Il s'agit d'une sorte de prothèse qui nous aide à euh, supporter la réalité. Ce sont des ressources que les personnes utilisent dans les compulsions. Donc, il faut les reconnaître que l'esprit est toujours au cœur de ça. Là, vous voyez un autre mythe, le premier mythe que je veux partager avec vous.
qui nous a été offert par Kraepelin avant Freud. Avant Freud, Kraepelin appelait les compulsions et les personnes qui avaient ces compulsions étaient définies comme personnalités anankastiques. Et là, vous voyez Ananké, la déesse de la nécessité, de la volonté très forte, de l'inévitabilité et du destin. Destin et inexorabilité, inévitabilité. Et nous savons que les individus obsédés essaient de contrôler leur destinée comme s'ils étaient pressés par un besoin. Et c'est l'accent, cette nature primitive de premier processus psychique, est ce qui nous a permis, ce qui a permis à Freud de présenter la cooption à répéter, ce qui est très important, qui est basé sur la répétition, l'élaboration, et, et c'est son œuvre qui a écrit aux alentours de 1983-84. Freud aussi s'est servi de la mythologie grecque pour s'inspirer et pour donner un nom au problème de santé mentale. Et alors là, vous voyez, nous avons Eros et Ananke, deux forces opposées. Eros, le joyeux Eros, dieu de l'amour et du désir, qui représente la libido, la grande force qui nous a été présentée par Freud et à laquelle il nous a introduit pour nous faire comprendre que nous étions beaucoup plus qu'un simple esprit rationnel. Eros et Ananke sont devenus les parents de la civilisation humaine. Et la personnalité anankastique au tout début et après Eros. Alors, disons, le côté lumineux et sombre de la force. Eros nous pousse envers l'autre, tandis que Ananke fait exactement le contraire. Et alors, nous pouvons dire que dans nos sociétés modernes, les personnes essayent d'éviter toute forme de douleur et donc l'amour a été déprivé, appauvri de cette partie parce que maintenant il y a plus de transgression dans l'amour. Manque la transcendance des moments compulsifs et essaye de tout organiser dans la pensée. Ils veulent trop faire. Il faut comprendre que le rationalisme a une valeur très importante dans notre société et cela est fondamental. Surtout dans le monde oriental, nous savons que les émotions, les sensations, les intuitions, l'écoute, le jeu, le rêve deviennent tous des capacités fondamentale. Mais malheureusement, dans la société contemporaine, on est en train de perdre tout ça. Et je suis triste parce que la société ne comprend pas à fond leur importance. Et là, je vous ai porté l'origine du cosmos, l'œuf primordial, une idée très intéressante que je vais vous en illustrer ici. Alors, quand on comprend que Ananke et Chronos étaient les enfants de Gaïa, la déesse de la Terre, notre planète. Téthys, la Terre, et Hydros, l'eau. Et là, nous avons comme ça tout
notre ensemble. Gaïa a eu deux enfants, Ananke et Chronos. Chronos, le dieu du temps, la machine du temps. Il mange sans cesse, sans jamais s'arrêter. L'être humain. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il n'y a pas seulement que des aspects négatifs. Et il faut essayer de regarder aussi avec la positivité. Car le chaos, je m'excuse, il y a ici des inscriptions en portugais, mais le chaos est la force qui essaye tout le temps de frapper la terre. Et après, là, vous voyez un serpent qui représente la transformation, la médecine, les soins pour la terre, si nécessaire aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence, mais je viens de remarquer un aspect important. Voilà pourquoi je l'ai marqué ici en haut à droite, est le symbole de la bioénergétique que vous voyez ici en haut à droite. Et vous voyez, c'est vraiment la présentation, la représentation de la vie. Là, vous voyez, dans cette image, on voit à quoi nous appartenons. Les étoiles, la voie lactée qui nous entoure, parce que nous savons que la Terre n'est qu'un petit point dans cette énorme structure universelle. Je crois qu'il s'agit vraiment d'une très belle image. Et Reich aussi a, a traité cet aspect dans ses livres, surtout dans ses dernières œuvres, où il s'est concentré sur l'origine de l'énergie et du cosmos. Maintenant, je veux continuer et en continuant, on trouve le moment que dans la bioénergétique, nous appelons le tournant relationnel et le spectre du narcissisme. Notre compréhension des stades du développement a évolué dans le temps. Maintenant, nous avons une compréhension beaucoup plus vaste grâce aux chercheurs qui ont contribué avec leurs études, car ils ont étudié le développement des enfants avec un regard profond. Nous avons le spectre du narcissisme que nous pouvons insérer au sein de ce paradigme de la psychanalyse. Au début, la situation était celle-ci. Tous ceux qui étaient formés, vous voyez cette chronologie de la naissance jusqu'à 4 ans d'âge, où il y avait la phase d'Édipe, le complexe d'Édipus, pour voir quelles sont toutes les phases traversées par l'enfant jusqu'à arriver au complexe d'Édipe. Et Reich a appelé tout ça, pendant la Première Guerre mondiale, une armure. Et là, vous voyez, cette chronologie, cette ligne de temps a progressé car on a appliqué des lunettes, une caméra qui nous a permis de zoomer sur les étapes fondamentales du développement. Et donc, in utero, la phase orale, la phase anale, la phase qui se crée avec le soignant ou avec la mère ou avec le père au début de la vie. Et si on a analysé les premiers moments, les premiers instants de vie, on a analysé les conflits
qui avait été enfermé après dans la phase du complexe d'Édipe. Mais en réalité, il commence dès le début euh, avec la relation qui s'instaure entre le nouveau-né et le monde. Et c'est justement à ce moment-là que les problèmes arrivent et que nos défenses les plus importantes sont créées. Et après ce changement, cette évolution, on prête plus beaucoup d'attention au mythe d'Édipe parce qu'on se concentre plutôt sur un autre mythe. Et alors, nous pouvons dire que le mythe de Narcisse a remplacé le mythe d'Édipe dans notre société. Dans l'époque pré-industrielle, le narcissisme existait déjà. Ce concept de narcissisme, de défense narcissique, dans ses premières formes, était déjà présent. Et là, nous trouvons des images qui vont remplacer des émotions. La pensée et l'action deviennent des défenses contre le ressenti et le sentiment, les émotions. Et donc, penser devient une défense contre les émotions et l'action veut soulager contre les pensées obsessives parce que le corps devient une sorte de machine provoquée par des templates, des habitudes, des répétitions, des modèles, afin d'essayer de cacher ce sens de vide existentiel, parce que le concept d'armure a changé. Il a évolué dans le concept de enveloppe tonique que Tonella nous a raconté grâce à ses études sur Daniel Stern, Steven Ego, etc. Et on va en parler de ça par la suite. Mais le corps devient une sorte de machine. Le corps, en tant qu'image, nous porte à une sorte de cyborg. Et c'est malheureusement une nouvelle réalité. Le corps, en tant qu'image, devient un cyborg. Et nous devons euh, trouver et, et dépister les troubles narcissiques qui sont dangereux, les troubles qui sont représentés par des troubles constitués et des troubles qui sont causés par un narcissisme persistant et bien constitué. Et comme Hector Fiorini le disait, nous passons presque une moitié de notre vie en grandissant et en développant une sorte de narcissisme pour rester au monde. Et après, on tombe amoureux, on trouve quelqu'un et on entre dans une relation, on crée un rapport. Et alors après, il faut démonter cette structure narcissique que nous avions bâtie pour être le plus possible similaire à ce que nous étions au début. Donc, moins tendus, moins épouvantés et moins renfermés en nous-mêmes. Là, vous voyez deux images qui sont un exemple d'art et l'art arrive à mieux nous expliquer les choses beaucoup mieux que des paroles. Là, le narcissisme est très bien représenté. Là, cet ensemble d'immeubles narcissiques magnifique, mais qui n'est pas enraciné au sol, ancré au sol. Et là, à gauche, cette image, cette figure qui est pleine de prothèses qui aident la personne.
à se tenir debout, à contenir des sensations. C'est une personne qui tend à cacher ses émotions, ses peurs, son humanité. Et même dans l'Égypte ancien, on sentait cette nécessité d'équilibre dans la vie. Et là, je voudrais vous présenter un mythe un peu plus positif, une déesse égyptienne, Maat, la déesse égyptienne de la juste mesure, de la justice, de la légèreté. Et son symbole est la plume. La déesse Maat nous permet de voir quel est le contraste avec Ananké, parce qu'elle est la déesse de la juste mesure, de la lumière. Les êtres humains cherchent tout ce qui est juste, équitable, un bon style de vie équilibré. Et cette déesse, en réalité, n'est pas là lorsqu'on parle de dépendance et de compulsion. C'est justement ça qui manque dans les compulsions. Et en effet, nous savons que les êtres humains ont toujours ressenti le besoin d'avoir des êtres supérieurs, des dieux, des déesses, pour mieux comprendre les difficultés de la vie. Là, nous voyons Matt contre un Anké, mais c'est plutôt un contraste qu'on voit entre ces deux figures. Et voyons quelle est la vastité de ce concept. On parle de compulsion, d'abus, et dans ces caractères, on trouve un manque léger ou fort de structure, car dans la plus grande partie des fois, nous voyons quelles sont les conditions limites. On ne parle pas beaucoup du caractère borderline, car il n'a pas une forme constante. Il s'agit plutôt d'une condition plus qu'une forme de caractère bien définie. Et c'est là que nous trouvons les traits impulsifs, narcissiques, bipolaires. Et naturellement, c'est là aussi que nous trouvons les troubles obsessifs et convulsifs. Et donc, on trouve aussi les traits qui vont définir des caractères impulsifs et compulsifs. Ah, j'avais oublié de citer, parce que j'aurais dû le dire avant, que je fais partie d'un groupe d'études très important sur les compulsions, les caractères compulsifs, et Mara Cerrone, qui va parler la prochaine fois, et permettez-moi de parler à propos de Mara Cerroni. Mara Cerroni, Priscilla Leitner et Gisèle font partie de ce groupe d'études sur les compulsions parce que ensemble, nous avons compris que les personnalités compulsives présentent une modalité impulsive de faire les choses. Et donc, nous voulons écrire un article ensemble et appeler ces personnalités compulsives, impulsives. Cette plume, c'est un cadeau qui m'a été fait par une patiente qui a réussi à guérir d'un cas très fort de boulimie. Et ça a été vraiment un résultat magnifique et je tiens à le partager avec vous. Maintenant, je vais partager à nouveau mon écran.
reprendre. Et donc, quelle est l'ampleur d'un concept? Si un concept est trop vaste, il ne va pas nous aider beaucoup. Ce que nous apprenons avec la psychanalyse peut nous aider beaucoup parce que, en effet, Lowen a dit, les obsessions sont comme être pendu, être obsédé. Être obsédé est comme être bloqué dans un conflit émotionnel paralysant. Et les obsessions sont des défenses contre la dépression. Et au niveau corporel, elles se manifestent comme une diminution du contact des pieds avec le sol. Là, vous voyez une image de Dali et ce dessin magnifique, c'est un dessin qui a été fait par Lowen, le véritable exemple de la bioénergétique. Alors, tout le monde sait que, tout le monde dit que l'obsession est quelque chose qui est lié à la pensée, au processus de la pensée. Lorsque on parle de compulsion, on parle du processus lié à l'action. Objet d'attachement, d'ancrage, de fétiche. Euh, je trouve ici plein d'objets, de pendentifs aussi qui portent bonne chance. Et même ceux qui n'ont pas d'obsession, ce sont ces objets des modalités qui permettent à transformer concrètement quelque chose qui est dans notre esprit. Et dans le deuil pathologique, nous voyons la difficulté de laisser aller, laisser partir, de lâcher, de ne pas toujours rester ancré à quelque chose qui nous appartient. Et ceci est vraiment très difficile parce que ce sont comme des souvenirs qui vivent avec ces objets matériaux, ces éléments physiques. Voilà pourquoi maintenant je vais vous montrer cette diapo, la plus belle, ma préférée, la spiritualité, Shiva, le dieu. Là, vous voyez les pieds qui sont dans le ventre de la déesse Terre. Voilà l'enracinement de la spiritualité. Et Lowen dit que les êtres humains sont comme les arbres. La haute Leur hauteur dépend de la force de leurs racines. Si un arbre tombe ou une personne de son terrain, la spiritualité devient une abstraction sans vie. Mes patients sont ma passion. Passion, patient. Voilà ce que je tenais à vous dire. Mais les patients et patience se ressemblent en anglais. Et j'ai commencé bientôt l'analyse bioénergétique dans les années 70 parce que les personnes sont ma passion. Maintenant, j'arrête mon partage parce que je vais vous raconter mes passions. J'ai étudié, j'ai appris l'analyse du caractère de Reich à l'université et j'ai été frappée par la conscience sociale de Reich. Et c'est une phrase que je dis sans cesse. Ce qu'il disait, il disait, chaque
société crée les types caractériels dont elle a besoin pour se maintenir. Et donc, nous devons comprendre pourquoi aujourd'hui nous avons tous ces cas de caractère obsessif-compulsif. Une fois, j'ai rencontré Lowen et je lui ai demandé pourquoi il ne prêtait pas si forte attention à la forme obsessif-compulsive du caractère. Parce que désormais, on le trouve dans tous les caractères. Et à l'époque, j'avais pas compris cette réponse, cette vision. Et maintenant, je la comprends à 100%. Voilà pourquoi je lui rends hommage. Et alors, je dois vous montrer cette image magnifique parce que je dois dire merci à Lowen. Et continuons alors. Alors, l'ancrage, l'enracinement, le grounding est le concept clé de la bioénergétique. Cela veut dire être en contact avec le terrain qui nous accueille physiquement et métaphoriquement. Cela veut dire être en contact avec la réalité. C'est juste le contraire d'être obsédé, d'être la tête en l'air ou être pendu. Et ça, c'est ce que Lowen nous a écrit en 1982 dans sa définition de grounding. Parce qu'il dit que le grounding se base sur trois éléments. Chez notre institut, on en parle beaucoup. Les trois éléments sont le corps, les jambes, les pieds, la colonne vertébrale avec la respiration. Après, le deuxième élément, la subjectivité, l'activité relationnelle. Et le troisième élément, la territorialité. Où sommes-nous? Voilà une des contributions parmi les plus importantes de l'étude de Lowen. Et dans sa définition de grounding, il nous parle de obsession, obsédé. Maintenant, je vous invite à prêter attention aux différents points de vue ou paradigmes qui existent en psychanalyse, parce que dans la bioénergétique, on suit justement les paradigmes de Reich, de Freud, le développement, qui sont à l'origine du développement de la mentalité qui a été le premier paradigme, c'est-à-dire la théorie des pulsions, d'où a évolué un deuxième paradigme, celui de la relation objet-tel avec Mélanie Klein et de toutes les personnes qui l'ont suivi, dont Winnicott, et que nous adorons, nous les passionnés. Mais je ne peux pas éviter le paradigme de la subjectivité qui a été supporté par Lacan en France, qui a porté une contribution très importante concernant ce paradigme avec des experts et des professionnels qui sont dédiés. Parmi ceux-ci, Oliver Stein, qui a créé une clinique à côté aux portes de Paris. Et là, il parle du miroir cassé de l'enfant.
Après, vous avez le concept de skin ego qui a été inclus dans notre analyse bioénergétique. La théorie des pulsions s'évolue et s'est évoluée dans la théorie des relations. Les pulsions et leur répression sont moins importants. Ce qui est plus important, ce sont les traumatismes précoces, mais aussi l'attachement et aussi le transfert dans la psychothérapie. Cela représente un point tournant important. Les théories de l'attachement, la théorie du traumatisme précoce, vous avez aujourd'hui beaucoup de thérapies dont les racines se trouvent vraiment dans ces types de théories. Mais laissez-moi introduire un autre paradigme, c'est-à-dire le point de vue de Reich, qui est très intéressant. Donc, je vous invite à mieux le comprendre pour mieux comprendre les personnalités caractérisées par une obsession et compulsion. Donc, voilà l'idée, le concept du super-moi, surmoi isolé de Reich. Reich a écrit du caractère impulsif et de comment l'éducation des parents puisse déterminer les défauts dans la détermination du moi et du surmoi de l'enfant, qui présente un dysfonctionnement. Même si on a l'inclinaison à laisser de côté la théorie des pulsions, donc le vieux paradigme d'Édipe, la vieille idée euh, de surmoi, bon, ces concepts pourraient être quand même utiles pour comprendre nos caractères impulsifs et compulsifs. Mais pourquoi? Les neurosciences aujourd'hui l'ont bien compris. La théorie de Reich par rapport au moi des patients impulsifs met en exergue l'ambivalence et le manque de contrôle avec des parents désorganisés. Donc le surmoi est isolé au niveau du cerveau. On remarque le patient impulsif qui dépend des substances a une expression moindre dans les lobes préfrontales par rapport au cerveau limbique reptilien. Et bon, voilà. À l'écran, vous avez des images qui montrent cela. Les sujets qui consomment et abusent de substances, il y a vraiment un écart, une différence très évidente au niveau du cerveau. De quoi s'agit-il lorsque on parle d'un manque d'organisation dans la parentalité, parentalité non organisée, dans le cadre du paradigme des DIP? Bon, selon Reich, le caractère impulsif se crée lorsque on n'a pas de relation avec les parents. Il s'agit de mauvaises actions de la part de l'enfant dans l'absence d'un parent qui cause un comportement dysfonctionnel. Ce qui est encore pire est que parfois les parents choisissent une punition retardée intégrale et l'enfant n'est pas à même de l'intégrer. Donc la punition n'est pas en mesure de apprendre la leçon liée à cette punition. C'est pour ça que Reich disait qu'il y a une incohérence dans les patterns d'éducation.
Cette incohérence cause une structure de surmoi que Reich appelle le surmoi, le super-ego isolé. Il s'agit d'une structure qui est responsable du comportement moral qui présente un dysfonctionnement, car malgré ses fortes caractéristiques, il n'empêche pas la personne impulsive de perpétrer des actes abominables à l'encontre d'autrui. Et donc l'impulsivité, les compulsions, la violence caractérisent ces personnes. C'est le résultat du surmoi isolé. Le surmoi est une structure qui présente un dysfonctionnement et le juge moral interne, le surmoi, ne peut pas contribuer à inhiber les comportements antisociaux ou psychopathiques. Cela a un impact énorme sur le spectre narcissique. J'aimerais ajouter un petit point que je vais presque oublier. Au fur et à mesure que l'on avance, donc plus on avance dans ce spectre, du caractère rigide jusqu'au narcissique, au borderline, au psychopathique, au paranoïde. Bon, plus on avance dans ce spectre, plus les réponses données sont primaires et plus les défenses sont primitives. William Reich, dans ses premiers écrits, a proposé que le caractère impulsif, pourvu de grandes incohérences à l'éducation parentale, développe un surmoi isolé. Cette dissociation, parfois à un niveau psychotique, explique les comportements compulsifs des tueurs en série ou de certains adolescents qui commettent des fusillades violentes, des individus qui peuvent être considérés comme faisant partie du spectre narcissique des troubles de la personnalité et qui peuvent présenter des cas sévères de compulsion. Il s'agit de beaucoup de cas très sérieux qui présentent ce type de compulsion. Donc, avec ça, j'arrive au soi-disant skin ego. Donc, c'est l'ego, le moi de la peau. C'est l'enveloppe tonique. J'ai demandé à Donella un article qui n'avait pas encore été publié parce que je pense que ça peut être très utile pour traiter les traits de personnalité obsessifs et compulsifs. Le moi de la peau. Et voilà, les enfants, les adolescents qui ne sont pas protégés par leurs parents, qui n'ont pas de bonne parentalité, qui sont négligés, bon, souvent, ils développent une armure plus faible, ce qui n'empêche pas aux impulses de rentrer, de sentir. Donc, cette structure de défense est appelée l'enveloppe déchirée. Donc, l'enveloppe a été, le carapace a été déchiré. Cela ne fonctionne plus. Donc, le contenu va s'en sortir et les stimulations rentrent sans des filtres. Voilà une autre image. Donc, j'ajoute un petit peu de art et de beauté à ce contenu qui est si difficile, qui est autant difficile.
Voilà Matisse. Vous voyez que j'inclus des étincelles de art parfois. Vous voyez des structures qui sont très fragiles et qui ne seront plus à même de contenir. Pour faire face à l'anxiété, un patient obsessif et compulsif va développer des défenses primaires. Vous connaissez déjà la scission, la fragmentation, le déni, le fendillement, l'introjection, l'identification complète ou partielle, l'isolation, la solitude. Tout cela est présent dans notre société compulsive. Bon, la peur d'être remplacé par des machines fait en sorte que les sujets deviennent de moins en moins humains avec eux-mêmes et envers les autres. C'est une phrase de Yun-Shu Han, un philosophe de Corée contemporaine. Comment est-ce qu'on peut réparer ça? Comment est-ce qu'on peut euh, rétablir le carapace déchiré? Nous avons certaines réponses. Il faut résister au capitalisme limbique. Malheureusement, on se trouve dans cette ère du capitalisme limbique. On peut également dire que des pathologies telles que les compulsions, l'anorexie, l'orthorexie sont une sorte de prothèse pour faire face à cette réalité autant difficile. Donc, vivre dans une période compulsive et essayer de préserver ce qui est humain dans nous-mêmes est notre devoir. Voilà pourquoi il faut continuer de faire de la recherche. Et donc voilà, je vous présente les deux paradigmes qui coexistent pour expliquer les compulsions. La théorie des pulsions, la formation du surmoi dans le domaine relationnel. Joyce McDougall est un expert avec une idée très intéressante par rapport à la personnalité qui mêle la théorie des pulsions avec le paradigme relationnel. Il disait que malgré que le fait que on se sent souvent dépendant des achats, du sexe, de l'alcool, des drogues, donc l'objet de la dépendance est vécu comme quelque chose de positif qui donne un sens à la vie de l'individu. Ce chercheur d'Australie a soulevé un point très important. Lorsque la première période mère-bébé dure au-delà de ce qui est nécessaire, bon, cette période, disons, fusionnelle, lorsque elle dure au-delà de ce qui est nécessaire, bon, elle affecte le développement des phénomènes de transition et suscite chez le bébé la peur de développer ses propres ressources psychiques pour faire face aux tensions. Il s'agit de faire face à la peur de la solitude. Ce point est très intéressant. Je vais arrêter le partage maintenant parce que aujourd'hui,
réfléchit toujours au fait qu'il manque un contact entre mère et bébé, père et bébé. Le contact manque à un certain niveau. C'est pour ça qu'il y a autant de troubles obsessifs et compulsifs, mais aussi d'autres pathologies, d'autres maladies dans notre société. Ce chercheur, par contre, nous donne une perspective différente. Il nous dit que cette mère, la mère qui n'est pas à mesure de donner à l'enfant l'opportunité de trouver ses propres ressources pour faire face à ses propres peurs, à ses tensions, à sa solitude. Bon, l'enfant n'a même pas le temps de créer des fantasies parce que la mère est toujours là. Il doit être parfait, rien ne peut manquer. Et bon, l'enfant ne peut même pas prendre un pas sans sa mère. Et ce type de mère est très difficile parce qu'elle a elle-même une dépendance. Elle a une personnalité dépendante. Et donc, elle établit une relation de dépendance avec son enfant, avec son bébé, avec sa présence. Cela peut arriver aussi avec le père. Même le père peut être le soignant de référence. Voilà ce qui peut se passer lorsque le soignant ne réussit pas à donner au bébé l'opportunité de grandir. Le soignant se sent dépendant du bébé lui-même. Dans ces cas-là, dans les cas que je suis en train de décrire, le bébé ne arrive pas à créer en soi-même un soignant. Donc, il fait ses propres représentations. L'enfant n'arrive pas à comprendre quelle est une bonne performance parce qu'il dépend toujours de sa mère ou de son père. L'enfant ne comprend pas ce qu'il est. Il ne peut pas créer sa propre représentation d'un soignant. Et bon, je vous raconte une petite histoire maintenant que Freud a racontée dans son travail. Et il travaillait à côté d'une couturière. Il était parti chez cette couturière et il a vu qu'elle avait un petit bébé dans sa crèche. Le bébé, en fait, était presque à même de parler. Il était debout, il jouait avec le fil. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Qu'est-ce qu'il a fait avec le fil? La mère a pris tout de suite le fil. Il a enlevé des mains de son enfant. Et Freud a demandé pourquoi. L'enfant a pris euh, le fil, il l'a lancé au-delà du berceau et après il a repris avec cet objet de transition. L'enfant a représenté la façon de récupérer sa relation avec la mère, la présence avec la mère qui allait s'éloigner. C'était son jeu préféré, hein, et nous savons pourquoi. Nous savons pourquoi il est autant important pour un enfant de développer son objet de transition dans son esprit. Voilà, je partage à nouveau ma présentation maintenant.
Je vais partager mon écran. Donc, il est impossible d'établir une représentation interne d'une figure maternelle ou paternelle. Le bébé a son propre enracinement dans l'utérus. Ensuite, il rencontre sa mère, son père, le soignant, et cela va former le narcissisme primaire. Il est très important pour survivre, pour rester en vie. Nous en sommes conscients. Si les soignants ne sont pas suffisamment cohérents ou constants, l'enfant s'aperçoit de cette discontinuité qui est aperçue en tant que menace. En plus, il n'est pas à même de créer une représentation interne de sa figure maternelle ou paternelle. Le bébé n'est pas à même de contenir et traiter la douleur psychologique ou les états d'hyperexcitation. L'endroit où le petit moi s'installe se vide. Donc, on aperçoit, le bébé s'aperçoit d'une sensation de vide. Lorsque cette symbiose est arrêtée, la personne tombe dans un espace vide et hostile où il y a toute l'anxiété. Winnicott a compris l'importance des expériences primaires. Alors, je reviens à Winnicott pour vous faire comprendre la fonction maternelle, pardon, non internelle. Donc, la nourriture, les drogues, le jeu deviennent un objet transactionnel de l'enfance. Il s'agit en fait d'objets temporaires qui donnent un sens de soulagement, mais ce soulagement n'est pas réel. Là, je vous ai inclus une image de Banksy. Banksy est un artiste de la rue qui crée des graffitis. Il a peint cet enfant à l'égard euh, très triste et à côté, il a placé des choses très belles. Il est en train de jouer. Voilà comment il le décrit. L'enfant a abandonné les vieux héros, les figures masculines, les héros. Son héros maintenant est le soignant. Et je pense que cela est très intéressant. Il faut vraiment en tenir compte. Même pour nous, en tant que femmes, cela est très important. On est vraiment là dans le rôle de soignante. On soigne beaucoup. On garantit un bien-être. Maintenant,
je vous propose de prendre une petite pause d'expérience pour faire une expérience. Alors, j'arrête de partager mon écran pour un petit moment. Je pense qu'on a le temps pour faire cet exercice. Combien de temps me reste-t-il? Je pose la question à Alessia. Pouvez-vous me dire combien de temps j'ai un cœur? Seulement 10 minutes. On a encore 30 minutes avant la fin de la session, mais on aura une session questions-réponses, hein. D'accord. Bon, on va faire un petit exercice maintenant, très rapide. J'aimerais vous montrer comment envelopper, embrasser un patient de façon à ce qu'il puisse mieux se sentir. Mais si on n'a pas suffisamment de temps, parce qu'on a aussi les questions, je vais faire un autre exercice. Voilà, c'est très courant, c'est très rapide. Posez vos mains sur la table ou là où vous vous sentez à l'aise. Mettez vos bras et après, essayez de garder votre visage dans les mains pour un petit moment. Vous pouvez également fermer les yeux et tenez le visage entre les mains pour un petit moment. Essayez de sentir le poids du visage sur les mains. Apercevez-vous du contact, du toucher et mettez votre poids, laissez-le de façon à ce qu'il puisse être soutenu par vos mains. Cela vous aide vraiment à relaxer, à détendre votre visage. L'intention est très importante dans cet exercice. Pendant que votre visage se détend, vous pourriez vous apercevoir du fait que vous avez besoin de changer la façon de laquelle les mains tiennent le visage, portent le visage. Cela est très important. C'est comme ça que l'on arrive vraiment à se détendre. On a besoin d'avoir vraiment l'intention de cette figure de soignant qui se trouve dans nous-mêmes, qui nous aide et qui nous dit, eh bon, je peux me détendre. Mon visage peut tomber dans mes mains. Je laisse tomber aussi ma tête. Restez comme ça encore quelques petits moments si vous voulez. Il s'agit tout simplement d'une démonstration hein, que nous faisons. Il ne s'agit pas de dire que ben vous le faites, il faut plutôt se détendre et être accueilli par votre soignant intérieur. Alors je continue. Je dois déplacer ici une chose que je voulais vous montrer. Ah, voilà. Je vous avais dit qu'on aurait vu quelques quelque histoire, parce qu'on ne peut pas toujours avoir succès. Et je risquais d'oublier de vous dire une chose très importante.
Alors, comme je vous ai dit, j'ai eu cette plume magnifique d'une de mes patientes. C'est une plume en bois. Et cette patiente présentait une forme de compulsion très complexe liée à un trouble boulimique. Elle avait déjà vu plusieurs experts qui avaient déjà essayé de la traiter. Elle avait déjà abordé ce problème avec d'autres experts. Mais pendant la journée, elle présentait plusieurs épisodes. Elle avait commencé la thérapie et l'épisode augmentait tout le long de la journée. Elle me disait que elle n'était pas chez moi pour elle, mais pour sa mère. Et alors, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire ce travail toute seule, mais que j'aurais dû travailler en équipe. Et c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, car si vous avez des patients avec une compulsion liée à un abus d'alcool ou de drogue, on ne peut pas travailler tout seul. Il est très utile d'avoir quelqu'un avec qui partager ce travail. Et dans ce cas, j'ai travaillé avec un thérapeute de sa famille, un membre de sa famille qui a coopéré avec une grande délicatesse avec cette personne. On a discuté de ce cas jusqu'à ce que cette patiente, pas à pas, de retrouver un peu plus de confiance en elle-même, dans son corps, et elle a éprouvé de moins en moins de honte pour son corps. Et elle avait toujours moins de peur liée à la nourriture. Et après, elle a commencé à entrer en contact avec sa maman parce que la figure maternelle était la figure qu'elle vomissait parce que son vomissement était la mère, la figure de la mère. Bon, il n'y a pas une formule magique, il faut quand même travailler en équipe parce que souvent, ces patients ne sont pas à même de maintenir ce comportement. Et quand ils retombent dans leur comportement, alors la dépression les a envahis. Et alors, nous devons intervenir. Il faut leur dire que ce n'est pas simple, que c'est un processus qui avance pas par pas, qu'il ne faut pas se décourager. Beaucoup de thérapeutes traitent l'abus de drogue et ils prêtent beaucoup d'attention à ces à ce pas. On ne peut pas résoudre le problème en une séance. Ce n'est pas un travail qui se termine d'un jour à l'autre. Et alors, je comprends quand les alcoolistes anonymes disent, bon, je suis clean, mais je suis et je reste un toxicomane. Je suis un toxicomane, mais je suis clean. Je suis clean depuis un an, depuis 2 mois. Donc, quand il commence le programme, il y a toujours cette phrase. Aujourd'hui, je suis clean. Parce qu'il s'agit d'un processus vraiment difficile et il faut faire beaucoup d'attention, être toujours là, présent pour ces patients-là. Maintenant, je vais vous montrer 2 témoignages, les phrases qu'ils ont dit. Le premier est un jeune homme qui jouait toujours avec son portable et jouait.
Et il dit, je jouais tout le temps, j'étais assis, je buvais parce que j'avais soif, mais après, je me remettais sous la chaise et je vivais comme un zombie. Et après, il y a d'autres phrases. Une jeune femme de 23 ans qui dit, la drogue m'a rattrapé très tôt. La drogue m'a pris dans ses bras. La drogue m'a éduquée. J'ai été éduquée, formée par la drogue. J'ai grandi avec la drogue. Je dois rester en traitement. Je dois prendre mes médicaments. Car, à mon avis, la compulsion migre. Voilà une autre chose que je voulais souligner parce que c'est vraiment facile d'avoir cette sorte de migration. Il y a un transfert de l'objet de la compulsion vers un autre objet de la compulsion. Disons, par exemple, une personne qui a une compulsion pour une nourriture, après, elle subit une opération chirurgicale. Ceci n'est pas positif parce que cette personne pourrait commencer à boire, par exemple, et risque de boire de plus en plus, risquant de devenir un alcoolique. Au début, il s'agissait d'un problème de personnalité compulsive. Nous savons que les compulsions peuvent migrer. Léa, nous avons juste 5 minutes encore à disposition. Alors, très bien, dis-moi, je t'écoute. Mais si tu veux conclure, tu as encore 5 minutes avant les questions. Alors, oui, je voulais arriver ici. La partie que je n'ai pas présentée n'est pas très importante. C'est toujours Banksy, le, l'artiste de rue dont je parlais avant. J'ai visité un musée de Banksy et j'ai été attirée par cette image. Alors, j'ai marqué cette phrase. Craignant d'être remplacés par des machines, les individus ont tendance à devenir inhumains envers eux-mêmes et envers les autres. Voilà donc l'image de la fuite de la société du capitalisme. Essayer d'échapper à une société capitaliste. Peut-être qu'il y a des questions et on va voir ensemble. Maintenant, je peux vous voir. Oh, félicitations. Euh, Léa, tu es vraiment magnifique. Beaucoup de personnes demandent d'avoir ta présentation. Après, il faut en parler avec Alessia. Oui, sans problème. Je vais vous passer ma présentation avec mes diapos. Est-il possible d'approfondir les différences éventuelles entre l'ananké de la nécessité et le besoin commun de la vie dans sa forme la plus authentique? Voilà la question. Mais c'est la grande question, très belle, mais très grande. Alors, lorsqu'on dit vie commune, nous, nous imaginons qu'il s'agit d'une personne qui vit bien dans une ville ou au moins dans une modalité de confort, disons. Quand on parle d'un enquête, on ne parle pas de la belle vie, une vie positive, mais on pense à une personne qui est troublée par beaucoup de choses, beaucoup de thèmes, les thèmes de la compulsion, du consumérisme. Ce n'est pas c'est un trouble qui frappe la personne et les personnes qui vivent avec elle. C'est une grande souffrance. Voilà pourquoi j'ai présenté un enquête. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit trop souvent dans la vie commune, mais c'est un problème qui concerne l'âme au plus.
au plus bas. Et après, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a un lieu où je peux placer un enquête? Bon, je crois probablement dans l'esprit. Oui, oui, je crois que c'est dans l'esprit. C'est une localisation physique. Pour une localisation physique, je le mettrai dans l'esprit. Alors, est-ce que vous pouvez nous apprendre l'exercice pour conforter le patient? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, je lui apprends toujours ça. Je lui fais ressentir le confort de la chaise, le support de la chaise, parce que parfois le contact, le toucher est trop fort pour la personne. Il faut savoir ça, être conscient et rester calme, être calme afin que la personne puisse réellement sentir tout notre support et tout notre calme. Et si la famille ne veut absolument pas se soumettre à la psychothérapie, comment peut-on faire? Parfois, j'utilise mes objets de transition. Avec la maman, par exemple, j'offre un coussin. Et avec le père aussi, je fais de même afin de créer une situation de jeu, afin qu'ils puissent vraiment croire dans la thérapie. Parce que comme ça, les émotions aussi peuvent être exprimées. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en thérapie vis-à-vis de l'utilisation du corps avec la patiente boulimique dont vous nous avez parlé? Ah oui, j'ai fait avec cette jeune femme des exercices avec beaucoup d'attention. Je lui ai fait dessiner sa silhouette sur une grande feuille que j'avais dans mon cabinet. Je l'ai mise sur le sol et je lui ai dit d'essayer de dessiner son image telle qu'elle se voyait. Après l'avoir dessinée, je lui ai demandé de se détendre sur cette silhouette et j'ai tracé le contour de son corps. Et après, je l'ai invité à voir les différences et à remplir les espaces vides entre son dessin et le contour que j'ai dessiné. Ça a été un exercice très utile. Une autre question que tu vas aimer. Alors, quelle est ton opinion sur les psychédéliques, en particulier ayahuasca, pour aider des patients avec les dépendances? Moi aussi, j'ai mon opinion sur les psychédéliques. Je crois que certains psychédéliques puissent mener vers des expériences tout à fait positives. Ce n'est pas beaucoup la substance. Vous savez que la ayahuasca peut être utilisée comme une décoction dans des endroits particuliers. Il y a des situations particulières où le patient est guidé du début à la fin du processus. À la fin, on peut même manger de la nourriture, tout ce qu'il a envie de faire, tout ce qu'il peut faire afin qu'il se sente à son aise pour entrer en soi et pour arriver à la compréhension. Et oui, c'est vrai que souvent une nouvelle lumière arrive, une nouvelle compréhension arrive au thème de la compulsion. Et donc, je crois qu'il s'agit vraiment de quelque chose de très important. Mais ce qui est important, que les substances psychédéliques, même si puissantes, doivent être prises et administrées en présence du thérapeute, là, au moment où il y a une interconnexion avec celui-ci. Après, une autre question. Il y a plein de messages de remerciements et remercie beaucoup pour ta leçon qui a été si intéressante.
Alors, Edith Lieberman a dit, quel style d'attachement identifiez-vous chez les patients impulsifs compulsifs, le pire des styles d'attachement? L'attachement qui ne permet pas l'engagement et qui donc ne permet pas au bébé de pouvoir recevoir l'objet interne à 100%. Alors, il ne se sent pas à part entière. Il y a trois formes d'attachement que nous connaissons, trois styles d'attachement. Mais l'attachement où l'enfant se tourne et la maman n'est plus là, c'est l'attachement où il y a une punition, pas un guide. Il y a punition, il n'y a pas de protection. Voilà les questions qu'on a reçues dans la case questions-réponses. Après, il y a plein de commentaires euh, qui remercient pour la clarté de ta présentation. Ils ont beaucoup apprécié ce webinaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des commentaires, des félicitations. Et donc, je me félicite avec toi aussi au nom de toutes les personnes qui écrivent et qui ont trouvé ce webinaire très intéressant. Très bien, bien pour nous alors. Est-ce que je peux moi aussi faire des questions? Parce que Alessia dit qu'elle a reçu des questions. J'en ai envoyé quelques-unes sur WhatsApp. Je ne sais pas si Liane, tu les as vues. Attachement désorganisé? Oui, c'était justement ça. Et alors, lisons les questions sur WhatsApp qui m'avaient échappé. Alors, en songeant à un manque de développement, peut-on considérer les tatouages comme forme de compulsion ou de forme de mortification du corps? Question magnifique, vraiment belle question, comme celle des matières psychédéliques et l'ayahuasca. J'adore les tatouages. Lorsqu'il y a un tatouage, le tatouage veut être vu parce que c'est un tatouage qui veut, et la personne veut montrer ses tatouages. Je voudrais vous montrer une image. Je vais récupérer mes diapos pour vous montrer l'image dont je parle. Parce que d'après moi, c'est important de vous la montrer. Et entre-temps, alors, je vais te lire une autre question que nous avons reçue. Oui, attends, un instant, s'il te plaît. Voilà l'image que je voulais vous montrer. Image que je n'ai pas commentée avant. Là, vous voyez, cette personne est transparente qui vit dans un état de notre société à l'âge du capitalisme liquide, où il y a un fort brouillard, où on perd notre silhouette. Nous perdons notre silhouette et nous sommes comme cet homme, transparent, sans contour, comme s'il avait été frappé par une voiture, écrasé sur la route. Et revenons maintenant au tatouage. Alors, certains adolescents croient que les tatouages représentent des modalités pour se démarquer dans ce brouillard, pour se marquer, pour pouvoir se voir. Parfois, les tatouages
sont faits même là où ils se sont euh, coupés parce qu'ils représentent la souffrance, la douleur, le contact entre corps et réalité. Et les marques, les tatouages, essaient de cacher ces marques, les cicatrices des coupures. Et donc voilà, le thème des tatouages est un thème très délicat. Dernière question. Est-ce que tu utilises et quand, si tu l'utilises, les exercices et le mindfulness? Oui, je les utilise parce que c'est Reich qui les a inventés. Avant, il ne s'appelait pas mindfulness. Lowen a emphatisé ces pratiques, mais c'est Reich qui les avait inventés. Et je les utilise. Je fais ces exercices de mindfulness avec les modalités les plus adéquates pour s'enraciner, pour rester bien assis. Et nous pouvons le faire avec tous nos patients, avec évidemment toutes les précautions du cas. Mindfulness est dans notre périmètre. Avant, il ne s'appelait pas comme ça, mais c'est intéressant parce que la thérapie de la conscience est basée sur la pleine conscience, donc sur le mindfulness, et elle comprend toute une série d'exercices de mindfulness. Mais si vous y songez bien, ces pratiques ne sont que les exercices inventés par Lowen et qui ont été modifiés par la suite. Voilà pourquoi je me bats sans cesse moralement afin que l'espace correct soit réservé à l'analyse bioénergétique et que les thérapeutes bioénergétiques puissent traiter les compulsions et l'abus de substances dans la meilleure de manières, mais avec les précautions nécessaires qui sont toujours utiles. Très bien, Léa. Nous avons terminé les questions pour toi. Je désire me féliciter avec toi pour ta présentation. J'ai été là à ton côté tout le temps. J'ai écouté ta voix et je te confirme que tout le monde te dit merci pour cette opportunité, pour cette occasion. Et donc, félicitations. Félicitations à toi. Merci pour ton exposé, ta clarté. Il faut dire que alors 50 ans de leçons à l'université m'ont aidé. Et alors, dans ta leçon, dans le cadre des compulsions, est un sujet que tu apprends depuis longtemps. Au début, je ne savais pas beaucoup, peut-être moi aussi, j'étais un peu compulsive. Et maintenant, ceci est devenu mon sujet, mon thème du cœur. Merci à tout le monde, merci à toi, Liane, merci aux participants. Ça a été un véritable plaisir. Et excusez-moi pour ma voix, mais ça a été vraiment un plaisir d'être ici avec vous. Merci encore. Merci, Léa. Ça a été un véritable plaisir de t'écouter, de t'avoir ici avec nous. On tient à remercier aussi nos collègues, les interprètes et les équipes de l'organisation. On est arrivé à la fin de cette session. Léa, tu as juste 1 minute pour conclure. Oui, merci. Moi aussi, je tiens à remercier vous tous. Je sens cette atmosphère, cet enthousiasme qui m'a contagée. Grâce pour votre présence, pour votre aide, pour résoudre tous les problèmes. Vous m'avez très bien conduit, mené. Je tiens à remercier les traducteurs et les traductrices et je suis heureuse de savoir que cette soirée a été traduite dans toutes ces langues. C'est un honneur pour moi. Merci. Merci, Eliane. Merci.
pour être toujours à mon côté. Je t'aime, tu le sais, et merci, moi aussi. Bon, merci à toutes les deux et on se revoit lors du prochain webinaire. Oui, sans doute. Et la prochaine fois, je serai parmi le public. Volontiers. Bon, je suis heureuse car la prochaine fois, il y aura ma collègue appartenant au groupe d'études sur les compulsions. C'est un vrai plaisir d'écouter une collègue. Une fois de plus, merci et bonsoir à tout le monde. Au revoir, à la prochaine. Bonsoir tout le monde et merci. Et félicitations encore, Léa. Tu es la meilleure, Léa. Et de même pour toi.